produire du temps de charge, des matériaux issus du travail des enfants. Notre avancée vers les énergies vertes a-t-elle un prix qui n'est pas montré? Dans ce reportage spécial, nous examinons la domination croissante de la Chine dans le secteur des énergies renouvelables, les coûts pour l'environnement et la vie humaine et à quel point l'Occident est impliqué. Bienvenue dans Regard sur la Chine. L'Occident et particulièrement les États-Unis semblent avoir déclaré la guerre aux combustibles fossiles, et ce bien que plus de 80% de leur énergie proviennent toujours du pétrole et du gaz. Les gros titres annoncent que les énergies vertes et renouvelables vont protéger l'environnement, créer un meilleur avenir pour nos enfants et révolutionner nos vies. Mais certains avertissent que nous allons peut-être trop vite en besogne. Y a-t-il un côté plus sombre dont nous ne parlons pas ? Sous couvert d'énergie verte et en essayant de faire de toute une expérience très positive. Le fait est qu'il y a du travail d'enfant pour extraire les minéraux des pays dont nous dépendons pour nos véhicules et notre énergie propre. Il est donc erroné de penser que nous pouvons nous sentir bien alors qu'il s'agit en réalité du travail des enfants. L'auteur de Silicon Valley, Ann Bridges, note que ce constat n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il apparaît sur le devant de la scène. Pour alimenter la révolution verte, le pétrole et le gaz sont remplacés par le cobalt et le polysilicium. Mais d'où viennent ces matériaux et comment les obtenir ? Le gouvernement fédéral américain a, pour la première fois, inclus les matières premières utilisées pour les projets d'énergie propre dans sa liste de produits liés au travail des enfants. Ces matières comprennent le cobalt, utilisé dans les batteries en lithium, et le polysilicium, utilisé pour fabriquer des panneaux solaires. Son rapport indique que la République du Congo en Afrique est responsable d'environ 70% du cobalt mondial, dont une grande partie provient du travail des enfants. On estime que 40 000 des 255 000 mineurs impliqués dans cette industrie sont des enfants. Cela représente environ un mineur sur 6. Certains n'ont que 6 ans et travaillent souvent 12 heures par jour pour un salaire très bas. Une société appelée Electra Battery Materials affirme que la demande de cobalt a augmenté de 22% en 2021, tandis que certaines estimations indiquent qu'elle pourrait augmenter de 30% d'ici 2025. En ce qui concerne le polysilicium, la région chinoise du Xinjiang, également connue sous le nom de Turkestan oriental, représente environ 45% de la source mondiale. C'est dans cette région que vit une minorité ethnique musulmane, les Ouïghours. L'année dernière, les États-Unis ont interdit les importations de polysilicium en provenance de certaines entreprises chinoises pour lutter contre des pratiques préoccupantes liées à cette chaîne d'approvisionnement. Mais aucune interdiction de ce type n'existe pour les importations de cobalt. En plus des problèmes liés aux droits humains, notre avancée vers les énergies renouvelables vertes alimente-t-elle une dépendance croissante envers la Chine pour ces matériaux ? Si nous construisons un système énergétique qui dépend des matières premières de la Chine, des minéraux de terres rares de la Chine, nous nous retrouverons sans source d'énergie sûre et fiable, à un moment où nous risquons d'entrer en guerre. Kelly Sloan est chercheur en énergie et environnement dans un think tank. Il note que si nous continuons sur cette voie sans mettre en place une politique énergétique efficace, nous nous retrouverons dans cette situation. Les citoyens américains ne pourront plus allumer les lumières, ni mettre du carburant dans leur voiture ou de l'électricité dans leur voiture, nous ne pourrons plus nous déplacer, nous ne pourrons plus nous nourrir. Le lien entre la sécurité nationale et l'énergie est que tout ce qu'un pays adverse doit faire est de s'attaquer à votre approvisionnement en énergie, ils peuvent éteindre les lumières. C'est parce qu'en ce moment, Presque tous les minerais du monde passent par la Chine. En s'établissant comme un centre de fabrication, ils ont investi dans la purification et le traitement, et toutes les étapes en coulisses qui sont nécessaires dans une chaîne d'approvisionnement. Mais qu'en est-il de ces matières premières que l'on trouve dans d'autres pays ? Il y a du lithium partout, ou du cobalt dans d'autres endroits. Oui, c'est vrai. Mais au final, toutes ces matières premières sont envoyées en Chine. Et ensuite, la Chine fabrique les différents composants qui entrent dans le produit fini, qui est par la suite expédié dans le reste du monde. Et cette dépendance à l'égard du régime chinois déclenche des alertes. Tant qu'ils tirent les cartes, ils peuvent couper l'approvisionnement. Et nous n'avons pas de politique énergétique en place qui nous permette de subvenir à nos propres besoins, de satisfaire notre propre demande. Alors nous serons dans la même position que beaucoup de pays d'Europe en ce moment. Nous pouvons accélérer le forage assez rapidement pour obtenir du gaz naturel. On fait tourner les usines et on les arrête. Il faut des années pour obtenir une centrale nucléaire. Et quant à savoir comment la Chine a établi cette domination mondiale,
La Chine domine à l'aide de l'initiative de la nouvelle route de la soie, et je pense qu'elle a maintenant ce qu'on appelle le collier de perles, qui consiste à essayer de se connecter à tous les différents pays du monde pour exporter. Cela a vraiment créé une dépendance à un seul pays, pour la technologie et les outils que le reste du monde utilise dans la vie quotidienne. Je veux dire, littéralement, si vous ne pouvez pas avoir un smartphone, si vous ne pouvez pas avoir votre voiture, vous allez être projeté quelques centaines d'années en arrière en termes de lutte pour survivre. L'initiative Ceinture et Route ou Nouvelle Route de la Soie est la stratégie d'infrastructure mondiale de la Chine que certains ont surnommée la diplomatie du piège de la dette. Dans le cadre de cette stratégie, le régime chinois propose des prêts importants pour améliorer les infrastructures des pays étrangers en développement. Mais il intervient souvent pour récupérer les actifs clés plus tard, lorsque les pays ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Le Laos en est un exemple. Il a récemment signé un accord de concession de 25 ans avec une entreprise chinoise pour contrôler le réseau électrique du pays. Cela inclut les importations d'électricité liées à d'autres pays. Ils ont convaincu les gens que c'était trop sale à faire, trop nuisible pour l'environnement. Ils étaient heureux de le faire, avec ce grand pays. Le résultat est que nous avons un certain nombre de personnes qui sont totalement dépendantes des capacités de la Chine en matière de fabrication. Parce que nous leur avons cédé notre propre base de production. Cette situation ressemble à la prise de conscience récente des pays européens qui sont dépendants de la Russie pour leurs besoins énergétiques. Cela fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux sanctions de l'Occident et aux représailles de la Russie. Quant à la gravité de la situation, la sécurité énergétique est synonyme de sécurité nationale. Si vous n'avez pas de moyens pour les déplacements, si vous ne pouvez pas faire décoller vos avions et déplacer des troupes, par exemple, d'un endroit à l'autre, vous êtes littéralement une cible facile. Sloan ajoute que l'énergie est vitale pour tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de l'économie, de la façon dont nous nous nourrissons, dont nous nous chauffons ou dont nous fabriquons des objets. Tout cela repose sur une source d'énergie sûre. À l'heure actuelle, les combustibles fossiles couvrent 80% des besoins énergétiques d'une partie de l'Occident. Si nous passons aux énergies vertes et renouvelables, nous dépendons d'un adversaire planétaire potentiel pour ce qui est des infrastructures essentielles. À propos de l'argument selon lequel l'énergie verte peut remplacer les combustibles fossiles, Ann Bridges note qu'il y a un domaine clé que les gens oublient souvent. L'énergie verte peut fournir de l'électricité, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Elle ne sera jamais capable de remplacer la chaleur. La chaleur est utilisée pour le traitement industriel, pour fabriquer de l'acier et plier l'acier afin d'en faire des voitures et des réservoirs. La chaleur est ce qui est utilisé en dehors de votre propre maison et de votre cuisine, mais c'est ce qui est réellement utilisé pour faire fonctionner la vie. Et cela se vérifie avec les véhicules électriques. Même au sujet des voitures, la voiture électrique ne fonctionne pas bien, par temps froid la batterie elle-même perd de l'autonomie. Donc, tout d'un coup, si vous montez une côte, dans le vent, dans le froid, vous ne pouvez atteindre qu'environ 160 km. Et même si votre batterie dit qu'elle est prévue pour 300, alors vous devez rapidement trouver un endroit pour la recharger. Ce n'est pas comme ça que nous avons vécu notre vie, nous avons vécu notre vie avec une énergie à portée de main, pratique et abordable. Sloan fait remarquer ceci. Nous n'avons pas la technologie de batterie pour stocker cette énergie. C'est le plus gros problème. Si nous pouvions stocker efficacement l'énergie, ce serait formidable. Mais nous ne pouvons pas. Les batteries de ces choses ont une durée trop limitée. Mais pour ce qui est d'augmenter la production et le stockage des batteries, il y a un autre problème. Une grande partie des matières premières devra provenir d'endroits comme la Chine. Nous en avons suffisamment ici avec les minéraux de terres rares. Et cela pose une autre série de problèmes. Politiques, évidemment, économiques, si nous dépendons d'un pays qui n'a peut-être pas toujours nos intérêts économiques à cœur pour les minéraux critiques, stratégiques, si quelque chose se passe dans le détroit de Taïwan. Alors, qu'est-ce qui empêche la production locale? Bridges a dit: Nous avons beaucoup de préoccupations en matière de droit de l'environnement. Des gens qui sont pour l'énergie verte, mais qui ne veulent toujours pas avoir une usine construite dans leur jardin ou qui échangent la vie humaine contre la vie d'un poisson, d'un papillon, d'une grenouille ou d'un aigle royal. Elle ajoute qu'il est important de préciser nos intentions. Si l'on considère vraiment la nature, et que l'on y inclut les humains, je pense qu'il faut examiner les décisions prioritaires et se demander ce que l'on essaie vraiment de faire ici. Essayons-nous de laisser la Terre vierge, pure, ou de revenir 200 ans en arrière ou 1000 ans avant que les humains ne pensent même à la machine? J'entends par là que ce sont des discussions qui ont été étouffées,
mais elles sont vraiment au cœur du problème. Mais en plus de cela, Bridges déclare que la question se résume à ceci. Le lobby des écologistes est bien financé par de nombreuses organisations à but non lucratif, de nombreuses fondations. Nous avons actuellement une secrétaire d'État à l'intérieur qui, franchement, entre elle et le chef de l'EPA, bloque pratiquement toute forme de développement des ressources. Et quant aux règles elles-mêmes, il y a des réglementations en place qui n'ont pas été mises à jour depuis environ 50 ans. Et personne ne veut y toucher, en particulier tout ce qui concerne le nucléaire, car cela a été interdit. Tout d'un coup, nous assistons à une résurgence de l'énergie nucléaire. Et nous nous disons, bon, si nous devons rouvrir cette boîte de Pandore, entre guillemets, alors c'est peut-être l'occasion de se pencher sur un grand nombre de ces questions environnementales et de dire, oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire proprement. Et si l'idée est de protéger l'environnement atmosphérique, alors pourquoi ne pouvons-nous pas également protéger la terre et l'eau de la même manière? Il ne s'agit pas de les opposer l'un à l'autre. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.